cadre de cette vidéo, remontons à l'époque de la Renaissance. En 1569, le royaume de Pologne et le grand-duché de Lituanie, déjà très proches, s'unissent politiquement suite au traité de Lublin. Ainsi naît la République des deux nations. Dans cette sorte de confédération innovante, chaque pays conserve un statut égal et ses propres institutions, mais est gouverné par un monarque commun, élu à vie par la Diète commune, la chambre basse du Parlement formée par des nobles. Le territoire de la République des deux nations est alors immense et couvrira à son apogée la majeure partie des territoires actuels de la Pologne, de la Lituanie, de la Biélorussie et de l'Ukraine. Durant 200 ans, cette grande puissance se maintiendra encerclée par des nations avec qui elle sera régulièrement en conflit, comme la Suède, la Prusse, la Russie et l'Autriche, jusqu'à son effondrement et disparition totale en 1795. Si toi aussi tu aimes les uchronies historiques documentées et travaillées, tu peux t'abonner, liker et mettre un commentaire. J'ai une playlist dédiée à ce genre de vidéos. Mais revenons près d'un siècle plus tôt au point d'inflexion qui a marqué le début des difficultés pour la République des deux nations. Entre 1654 et 1667 sévit la guerre russo-polonaise. Et dans le même temps, la République des deux nations est engluée dans la première guerre du Nord entre 1655 et 1660, avec principalement la Suède comme adversaire principal. Pris de toutes parts, cette période est appelée le déluge par la Pologne. Le conflit démarre par une révolte des Cosaques Zaporog en Ukraine, dont le dirigeant a le soutien du tsar de Russie, à qui il a promis de faire allégeance. Rapidement, les armées russes pénètrent profondément dans le territoire de la République des deux nations, capturant jusqu'à la capitale lituanienne Vilnius. C'est en voyant cette invasion rapide de la République des deux nations que la Suède décide de lui déclarer la guerre. Loin de se contenter des seuls belligérants polonais et suédois, ces conflits mêlent de nombreuses nations de l'Europe centrale, rejoignant les deux camps, entraînés dans des alliances et ambitions personnelles de profit du conflit. La République des deux nations est clairement mise en difficulté dans ces conflits, mais un tournant peut s'opérer quand en 1658, le nouveau Hetman cosaque, le chef politique et militaire, et la République des deux nations signent le traité de Hadiach. Ce traité vise à rendre les Cosaques et Ruthéniens, sur des territoires qui étaient administrés alors par la Pologne, au même rang que la Lituanie et la Pologne. Le projet a pour but de transformer ainsi la République des deux nations en République des trois nations. Le Grand-Duché de Ruthénie, proche équivalent alors de l'Ukraine, devenant membre à part entière du Commonwealth. Dans notre histoire réelle, une guerre civile cosaque et l'opposition de la noblesse polonaise, n'acceptant pas le départ de tous ces territoires de leur administration, mit fin au rêve du traité qui ne fut jamais pleinement appliqué. Le conflit continua et la République en sortit affaiblie, avec de nombreuses pertes territoriales, marquant alors le début de la lente désintégration de ce pays durant le XVIIIe siècle. Mais s'il en avait été autrement ? 1658, le traité de Hadiach est signé, et malgré quelques réticences de la noblesse, il est perçu comme le seul moyen raisonnable de se sortir du déluge, où est plongé le pays. La guerre continue néanmoins contre la Russie et la Suède. Les Cosaques, à présent divisés, s'affrontent entre les partisans du nouveau Grand-Duché de Ruthénie et ceux qui ont le soutien russe. Pour sortir de cette guerre, la nouvelle République des trois nations, qu'on appellera régulièrement R3N, doit faire la paix avec la Russie. Février 1659, par le traité d'Androusovo, la R3N concède à la Russie les territoires autour de Smolensk, un des verrous défensifs orientaux. Les territoires perdus sont assez importants, mais c'est un mal nécessaire pour sortir la Russie du jeu. Une fois cela fait, tout en essayant de contenir la Suède, la R3N tente d'unifier les Cosaques Zaporog sous leur hetman, à présent à la tête du Grand-Duché de Ruthénie. Les Russes tentent toujours d'influencer en sous-main, mais globalement la guerre civile se tasse. Une petite portion de Cosaques pro-russes, la plus extrémiste, fuit en Russie, et le reste de la puissance militaire cosaque peut être employé ailleurs. Car oui, c'est là l'un des grands avantages de la réussite de cette formation de la R3N. Au lieu de sortir considérablement affaibli après cette guerre, comme dans notre monde, l'ajout des grands guerriers cosaques va jusqu'à quasiment doubler la puissance militaire de la R3N. En 1660, la R3N est en mesure de se déployer massivement vers le nord, contre la Suède.
Le rapport de force est alors rapidement inversé. Et les armées suédoises qui étaient profondément entrées dans le territoire national ne font que reculer. Grâce à cette nouvelle forme militaire, la R3N n'a pas besoin de demander l'aide aux Brandebourg, des Hohenzollern, qui sont les vassaux de la Pologne en ce qui concerne la Prusse orientale. N'ayant pas besoin de négocier leur aide, la Pologne ne perd pas la souveraineté sur la Prusse orientale. Le traité d'Olivia met un terme à la Première Guerre du Nord, permettant à la R3N de conserver l'intégralité de la Livonie qui, bien qu'étant avant à la République des Deux Nations, était sous occupation suédoise depuis des années. Au sortir de la guerre, la R3N en sort considérablement renforcée. Malgré la perte des territoires autour de Smolensk, elle renforce sa position sur la Baltique grâce à la Livonie et garde la Prusse orientale sous son giron, même si elle est toujours sous possession du Brandebourg en tant que vassal pour ce territoire. La R3N solidifie sa présence sur tout l'Hetmanat des Cosaques Zaporog en les ayant de son côté au lieu de les avoir comme adversaires et de perdre une grosse partie du territoire comme dans notre réalité. Ce nouveau point de départ, et dans ce prochain siècle où l'Europe est soumise à des guerres incessantes, fait que les historiens considèrent ce Essie comme un des plus grands Essie qui aurait bouleversé l'Europe centrale et orientale. Voici donc ce qui aurait pu arriver. La priorité numéro 1 de la République des Deux Nations, et donc ici de notre République des Trois Nations, a toujours été d'essayer de contenir la progression russe, voire de les affaiblir. Un des moyens réfléchis pour y parvenir, maintenant que les Cosaques Zaporog font pleinement partie de la R3N, est de rentrer en contact avec les autres groupes cosaques. Car oui, sur les territoires russes et aux frontières sont placées d'autres communautés cosaques, avec leur propre culture et différences, mais nourries de cette même volonté de liberté qui fait l'identité cosaque, la Volnitsa, contre l'autocratie du tsar. En particulier pour se protéger de la centralisation et de l'absolutisme du tsar Pierre le Grand de cette fin du XVIIe siècle, qui cherchait activement à abolir les libertés cosaques pour les intégrer à son armée régulière. La R3N avait tout intérêt à l'empêcher. À proximité directe de l'Hetmanat Zaporog se trouvent les Cosaques du Don, le long du fleuve du même nom. Au nord du Caucase, le long du fleuve Terek, se trouvent les Cosaques du Terek. Et beaucoup plus loin, sur le sud de l'Oural et les rives nord de la mer Caspienne, se trouvent les Cosaques de l'Iaïk. Dès les années 1560 et surtout 1570, avant même l'arrivée au pouvoir en Russie de Pierre le Grand, la R3N commence à essayer d'influer sur ces Cosaques, à les armer pour qu'ils résistent ou mènent des révoltes contre la Russie. C'est le projet à long terme de la ceinture cosaque, garantissant par le sud une suite d'États alliés contre les Russes. Mais pour l'instant, loin d'être des États, ce sont simplement des petites révoltes locales. La R3N ne peut envoyer directement d'armées, évidemment, mais elle peut envoyer secrètement de l'or, des armes à feu et surtout des intellectuels cosaques et des prédicateurs pour allier les chefs locaux à la cause anti-russe. Ces territoires cosaques ne sont pas contigus, mais séparés par des centaines de kilomètres de steppes occupées par divers peuples nomades, comme les Kalmouks. S'approcher ainsi secrètement des nomades permet également de s'assurer que ce vaste territoire ne tombe pas trop facilement sous contrôle russe. Nomades qui sont d'ailleurs souvent en conflit avec les Cosaques. Et renforcer les ennemis, c'est comme allumer un incendie lointain, tout en tendant ensuite des seaux d'eau pour l'éteindre et favoriser l'amitié avec les Cosaques. Dès les années 1690, quand Pierre le Grand tente de resserrer sa mainmise sur les Cosaques de son territoire, le soutien secret de la R3N s'intensifie. Les révoltes cosaques sont alors nombreuses, année après année, occupant le tsar sur ces régions instables, là où il préférait avoir les yeux ailleurs. Car comme je l'ai dit, ce siècle est couvert de conflits européens qui s'enchaînent et modèlent les frontières des grandes puissances. Je vais tâcher donc de décrire assez rapidement toutes ces nombreuses guerres auxquelles va participer la R3N. En 1670 a lieu une nouvelle élection pour la direction de la R3N. Elle fut nommée la drôle d'élection, de par la participation qui en est presque ridicule d'un certain Jan Pavel, soit Jean-Paul en français, d'Adam Zira, faisant campagne contre un autre outsider, Andrei. Mais étrangement, ils réussirent à obtenir une voix chacun. Évidemment, une vraie personnalité se détacha du lot et fut élue par la Diète, Michel Vishniowiecki.
Peu de temps après éclata la guerre polono-ottomane qui dura entre 1672 et 1676. Alors que l'année 1672 fut marquée par la conquête rapide de la Podolie par les Ottomans, elle fut finalement reprise en fin de conflit. Celui-ci se concentra donc surtout sur la frontière sud de la R3N, puis à l'intérieur du Khanat de Crimée, un vassal de l'Empire ottoman. Le conflit s'acheva par la conservation de la Podolie par la R3N et des gains sur des portions des steppes du Khanat de Crimée, et un accès à la mer d'Azov, rattachée au Grand-Duché de Ruthénie. D'ailleurs, outre ce nom, c'est aussi dès le milieu du XVIIe siècle que commence à être utilisé le terme d'Ukraïna, désignant une région frontalière, une marche, en bordure donc du monde russe. C'est l'origine donc du mot Ukraine. Dans la sphère politique de la R3N, on utilise plutôt le terme de Grand-Duché de Ruthénie, mais chez les Cosaques, Ukraïna est très utilisé pour désigner leur territoire. En 1680, le Brandebourg des Hohenzollern démarre un conflit contre la R3N. Cela peut paraître prétentieux, mais cet État allemand est un des plus grands États indépendants du Saint-Empire romain germanique. Et depuis 20 ans, il n'a cessé de mener une politique expansive, agressive à succès. Absorbant divers États du Nord comme le Mecklembourg, puis entrant en guerre successivement contre la Suède et le Danemark, avec le soutien d'autres forces du Saint-Empire, il réussit à s'emparer de la Poméranie occidentale et de l'archevêché de Brême, qui était à la Suède, et du Sud-Schleswig danois. Justifiant de ses possessions techniquement hors Saint-Empire, les Hohenzollern demandèrent le titre de royaume auprès des Habsbourg d'Autriche. Un accord fut conclu et ainsi naquit le royaume de Brandebourg. Cette nouvelle puissance se sentit alors assez solide pour réclamer la Prusse royale polonaise et le plein contrôle de la Prusse orientale afin de se sortir de l'état de vassalité pour ce territoire. Voilà ce qui déclencha le conflit en 1680. D'abord surpris par la modernité et la puissance de ce nouveau royaume, la R3N dut déployer ses armées en force et mobiliser en nombre la cavalerie cosaque pour arrêter leur progression en Prusse. En 1682, les Brandebourgeois furent reconduits à leurs frontières et le traité de Gdansk, en conséquence de l'affront et pour réparation de guerre, retira le contrôle de la Prusse orientale au Brandebourg, la R3N en récupérant les pleins droits. Entre 1683 et 1699 a lieu la Grande Guerre turque, ou guerre de la Sainte Ligue. Démarrant d'un conflit entre Ottomans et Autrichiens, de nombreuses grandes puissances s'allièrent contre l'Empire ottoman à l'appel du pape dès 1684. Ça fait en effet 250 ans que l'Empire ottoman grignote des territoires européens, remontant de plus en plus haut vers la Hongrie et l'Autriche. La R3N, puis même la Russie, rejoignent le conflit. L'Empire ottoman finit écrasé et son siège de Vienne levé par l'intervention héroïque du roi de la R3N, Jan III Sobieski. Même si les relations entre l'Autriche et la R3N peuvent être tendues en tant que deux grandes puissances voisines, cet événement marquera une certaine trêve et la confirmation que concernant la question ottomane, l'un peut compter sur l'autre pour intervenir. Au traité de Karlowitz, désastreux pour l'Empire ottoman, la R3N récupère l'Edizan, qui était d'anciens territoires de la République des Deux Nations au XVe siècle. Elle récupère aussi la souveraineté des principautés danubiennes, mais aussi le delta du Danube, qui permet d'ouvrir des routes commerciales directes pour les céréales et autres produits de la R3N, sans avoir à subir de taxation ou interférence ottomane. Et elle confie ce territoire à la Valachie. La Russie prend Azov, qu'elle perdra en 1711 avec le traité de Prout. Oui, c'est pas une blague. Et une partie orientale du Khanat de Crimée. L'Autriche, elle, récupère la totalité de la Hongrie et la Transylvanie, tandis que Venise gagne la Morée. Entre 1700 et 1721 se déroule la Grande Guerre du Nord. Et l'origine de cette guerre est due à la faiblesse politique de la R3N, car si le territoire est immense et désormais bien armé, elle est loin de prétendre être l'hyperpuissance qu'elle semble être, car son système politique est un désastre, permettant de nombreuses ingérences étrangères. Pourquoi ? Car la Diète, cette assemblée de nobles qui décide de tout derrière le roi, et même l'élection des rois, est corruptible. Les puissances étrangères interfèrent donc, soit pour imposer leurs candidats, soit pour agir sur le liberum veto, qui permet à n'importe quel noble député de la Diète d'interrompre la séance en cours en criant qu'il n'autorise pas. Véritable levier de paralysie gouvernementale, les voisins de la République des Deux Nations, et maintenant des Trois Nations, abusent de plus en plus de ce système en payant des nobles pour arrêter divers débats.
La raison de la Grande Guerre du Nord est le lancement d'une nouvelle élection pour un nouveau roi pour la R3N, suite à une crise politique, et une opposition entre la Suède qui veut imposer Stanislas Leczinski contre la Russie qui veut maintenir Auguste II, électeur de Saxe et actuel roi. La R3N se divise entre les deux camps, les Cosaques d'Ukraine rejoignant la cause suédoise. Bien d'autres protagonistes entrent dans ce vaste conflit, comme l'Empire ottoman côté suédois et le Danemark côté russe. Les Cosaques d'Ukraine font jouer leurs relations sur les autres clans cosaques de Russie pour l'occuper sur un front sud en déclenchant des rébellions. 21 ans de guerre, c'est extrêmement long, durant lesquels la R3N est paralysée et n'évolue pas, coincée dans un conflit difficile à remporter. Néanmoins, contrairement à la réalité, la différence de force pour cette version de la R3N permet au camp suédois de remporter la guerre. Stanislas Leczinski, qui a été brièvement roi durant la guerre entre 1704 et 1709, devient définitivement le nouveau roi en 1721. La R3N récupère les territoires de Smolensk à la Russie, perdus en 1659, ainsi qu'un traité d'amitié éternelle, pour ce que l'éternité vaut en politique, mais servant à s'assurer d'un temps de répit sans conflit entre les deux puissances. Perdante dans cette guerre, la Russie n'accède pas au titre d'Empire de Russie, comme dans la réalité, et reste le Tsarat de Russie. La Suède négocie avec la Russie de son côté, récupérant l'Estonie, perdue dans une précédente guerre contre la Russie, et pour préserver une paix à venir, cède l'Hongrie pour la Russie qui désire un accès à la mer Baltique. Dans les années qui suivent, Stanislas renforcera le pouvoir central pour diminuer l'ingérence étrangère. Le liberum veto est abrogé. La Diète souffre moins de paralysie et d'ingérence, le pouvoir exécutif du roi est renforcé. Le système financier est également révisé, avec la création d'une trésorerie commune, en plus des trésoreries individuelles des trois nations, ainsi qu'un corps d'armée commun. On part donc d'une armée mollassonne, au fond militaire difficile à réunir, à une armée bien plus réactive, pouvant agir rapidement avant l'arrivée des renforts nationaux plus importants. De plus, le système des grandes décisions qui demandait le vote unanime du pouvoir de la couronne polonaise et du Grand-Duché de Lituanie s'est trouvé en difficulté avec l'arrivée du troisième membre. Un vote unanime à 3 était presque impossible. Stanislas passe donc les grandes décisions nationales avec un accord de majorité à 2/3. Toutes ces profondes réformes ne se font pas sans heurts, et les années après la guerre du Nord laissent la R3N dans une guerre civile qui la fragilise. Fort heureusement, l'Autriche sort elle-même d'une énième guerre ruineuse avec l'Empire ottoman et ne se tourne donc pas vers la R3N. Pas loin de 10 ans seront nécessaires pour revenir au calme dans le pays et constater son incroyable regain d'efficacité par rapport à avant. Stanislas gagne cependant un autre coup de maître quand le roi de France Louis XV choisit sa fille Maria pour épouse à la surprise de beaucoup. Elle devient donc reine de France en 1725. Stanislas s'entend très bien avec Louis XV et passe régulièrement du temps en France, à Chambord ou à Versailles. Cette alliance par mariage rapproche ainsi les deux pays. Dans le début des années 1730, une petite compagnie coloniale polonaise prend forme, loin de pouvoir rivaliser avec les autres superpuissances européennes qui enchaînent des conquêtes gigantesques, principalement en Amérique. La R3N tente d'établir quelques établissements coloniaux, en particulier en Afrique de l'Ouest ou centrale. Le manque d'une flotte assez conséquente et du savoir maritime laisse l'Asie totalement hors de portée de la R3N. Entre 1737 et 1739, c'est la guerre austro-turque. Dans le cadre des précédentes alliances contre l'Empire ottoman et ayant des intérêts territoriaux, la R3N rejoint l'Autriche dans le combat. La principale cible est le Khanat de Crimée, vassal ottoman, qui était déjà la source constante de raids dévastateurs en Ukraine. Désirant la fin de ces raids, la R3N avait tout intérêt d'essayer de prendre le contrôle des rives nord de la mer Noire. En 1739, c'est la victoire de la coalition anti-ottomane. La grosse majorité du Khanat disparaît, réduit simplement à la péninsule même de Crimée, verrouillée par un solide bastion défensif à Perekop. La capitale même du Khanat étant dans la péninsule, il survit donc, même si de plus en plus isolé, sauf par voie maritime. La Russie, qui avait rejoint également pour ses intérêts territoriaux de la région, en voulant un accès à la mer Noire, achève de prendre la région au nord de la Circassie et récupère à nouveau Azov. L'Autriche gagne des territoires en Croatie et le transfert de vassalité de la République de Raguse. Malheureusement pour l'Autriche, une crise politique menant à la guerre de succession d'Autriche sévit entre 1740 et 1748.
de nombreuses nations européennes interviennent entre les deux camps pour bien des raisons diverses. La Pologne veut la majeure partie de la Silésie jusqu'aux rives orientales de l'Oder. Le royaume de Brandebourg, qui a continué à se solidifier et absorber divers États germaniques, se tourne à présent vers la riche province de la Saxe et la majeure partie de la Basse-Silésie. Brandebourg sait qu'il ne peut passer que par la guerre contre l'Autriche pour les obtenir, ces régions étant trop importantes pour être absorbées sans que l'Autriche n'ait trouvé à y redire. Affaiblie et prise de toutes parts, même par les Français qui désirent le duché de Bar et de Lorraine, l'Autriche perd la Silésie à la fin du conflit, avec une division comme convenu entre Brandebourg et la R3N. Une fois l'influence saxe absorbée par le Brandebourg, celui-ci change de nom pour devenir le royaume de Saxe-Brandebourg. La bascule s'opère définitivement entre ce nouveau royaume germanique très puissant au détriment de l'Autriche qui garde le titre d'empereur du Saint-Empire mais s'affaiblit de plus en plus. Quant à la R3N, le gain de la Silésie, riche en ressources et industries, est extrêmement précieux. En 1751, la R3N opère un rapprochement avec le royaume de Suède, grande puissance nordique à l'armée moderne qui a souvent été légèrement en avance sur les autres puissances. L'objectif est de s'en faire un allié fiable et non un possible adversaire, en particulier face à l'ennemi commun qu'est la Russie. Entre 1752 et 1755 a lieu la Grande Guerre cosaque. 90 ans après le début des ingérences de la R3N dans les affaires des Cosaques de Russie pour les pousser à la rébellion, l'acte final est arrivé. Bien sûr, dans le même temps, la Russie n'a pas laissé couler sans rien faire, tentant de son côté également d'influer sur les trois groupes cosaques. Au fil des décennies, cela a mené à une scission cosaque entre ceux qui poursuivent la rébellion pour la liberté et des cosaques pro-russes considérés comme des traîtres à la Volnitsa, l'idéal de la liberté cosaque. La Russie déplace et réinstalle donc ses cosaques pro-russes venus de ces trois groupes en trois nouveaux groupes servant de garde-frontière pour aider la Russie à contenir ses révoltes. Ainsi se forment les groupes pro-russes des Cosaques de la Volga, d'Astrakhan et du Kouban. Quand éclate la guerre, les groupes cosaques pro- ou anti-russes entrent immédiatement en conflit. La guerre est poussée par la R3N qui avait promis de rejoindre la partie, ce qu'elle fait pour soutenir les désirs cosaques, ayant toujours son objectif de réaliser la ceinture d'États alliés cosaques. Les Cosaques Zaporog faisant partie de la R3N et formant son troisième membre sont particulièrement motivés et se mobilisent lourdement. En accord de l'alliance de 1751, la Suède rejoint le conflit et ouvre le front nord contre la Russie. La Suède avait de son côté aussi influé intérieurement en Russie, cherchant à retrouver les descendants de la noblesse de Novgorod. En 1753, la Suède et ses contacts en Russie réussissent à convaincre de lancer une rébellion d'indépendance de l'ancienne République de Novgorod, absorbée en 1478 par la Moscovie. Le nord de la Russie s'embrase sous les armées rebelles et suédoises. L'ouest et le sud-ouest est sous le feu des armées de la R3N, et le sud est en pleine rébellion cosaque. Les armées russes sont vastes mais peinent à tenir sur tous les fronts et ne font que reculer en pratiquant la terre brûlée. Le ravitaillement des attaquants devient difficile, l'avancée ralentit mais ne s'arrête pas, et en 1755, la Russie à bout de souffle cède. Le traité de paix de Tsaritsyn entre la Russie contre la Suède, la R3N et les représentants de la noblesse de Novgorod, ainsi que les Cosaques est cataclysmique pour le Tsarat de Russie. Les pertes sont historiques et l'humiliation sévère. Les nations cosaques prennent leur indépendance, grignotant au passage les territoires des Cosaques pro-russes. Ces derniers sont soit réassimilés, soit peuvent repartir vers la Russie. La République de Novgorod est restaurée en tant qu'État client de la Suède, prenant bonne part du nord de la Russie. La Suède récupère Kola et une partie de la Carélie, et l'ouest de l'Hongrie, laissant un tout petit accès maritime à la Baltique pour la Russie. La R3N en soi demande des territoires dans la steppe pontique. Azov est confié aux Cosaques du Don et la Russie perd tout accès à la mer Noire. Son statut de très grande puissance vient d'être taillé en pièces et le pays est relégué au rang de puissance importante secondaire. Le cœur de la Russie est ravagé par la guerre et mettra du temps à s'en remettre. Entre 1759 et 1763 sévit la célèbre guerre de 7 ans,
Vaste conflit aux nombreux belligérants et co-belligérants et à portée mondiale. Le royaume de Saxe-Brandebourg désire arracher la Bohême à l'Autriche, qui elle souhaite récupérer la Silésie. Et la Pologne se place dans le même camp que Saxe-Brandebourg pour récupérer une partie de la Transylvanie à l'est de la rivière Mureș, promettant aux principautés danubiennes de Moldavie et de Valachie d'autoriser ainsi la formation de la nation roumaine unie. La Russie se plaçant du côté autrichien, la R3N doit aussi contenir un front de l'Est. La guerre est, comme dans la réalité, une défaite de l'Autriche et de ses alliés. Comme promis, la Roumanie est formée comme nation indépendante, mais fortement liée par une reconnaissance éternelle à la R3N. Ce n'est donc pas un vassal ni même un État client, mais un allié naturel. La R3N garantit l'indépendance de la Roumanie pour la protéger et en échange celle-ci promet d'intervenir dans tout conflit auprès de la R3N contre l'Autriche ou l'Empire ottoman. La Bohême basculant dans le giron de la Saxe-Brandebourg, le droit à la couronne du Saint-Empire pour les Habsbourg s'effondre. Et ils deviennent un acteur secondaire de l'Europe centrale, maintenant plus orienté vers le sud. Alors que Saxe-Brandebourg devient le nouveau maître surpuissant du monde germanique. Côté russe, étant côté des perdants, la R3N négocie le gain d'un petit territoire des environs de Pskov jusqu'au fleuve Velikaya. En 1764, la Suède et la R3N signent une alliance pour se soutenir contre la Russie si elle décide de se relever, mais surtout contre le Saxe-Brandebourg, qui est devenu une puissance très menaçante. Et à raison, puisqu'en 1765, le royaume de Saxe-Brandebourg attaque la R3N, ayant pour revendication de prendre l'intégralité de la Prusse, perdue 85 ans plus tôt en ce qui concerne sa partie orientale. Dans le cadre de l'Alliance, la Suède rejoint le combat aux côtés de la R3N. Mais malgré l'union des deux puissances, la force du Saxe-Brandebourg est écrasante. C'est la première défaite nette de la R3N depuis 100 ans. En 1767, elle doit céder au Saxe-Brandebourg toute la Prusse avec notamment le port de Gdansk, ou Danzig en allemand. La Suède perd l'île de Bornholm et l'île de Gotland, possédant Visby, autre ville de la Ligue commerciale hanséatique comme Danzig. Le royaume de Saxe-Brandebourg renforce ainsi sa présence dans le commerce en Baltique. C'est l'heure du choix, chers amis, là où vous choisissez la fin de l'histoire. Quelle fin préféreriez-vous? Ou trouveriez-vous la plus logique? 3 choix, à vous de dire dans les commentaires. Une prochaine vidéo annoncera vos résultats. Et c'est parti! Stało ciele, zażył wszyściutko, szczęścia takiele na króciutko. Peu de temps après cette défaite, en 1770, éclate une nouvelle guerre entre les Ottomans et l'Autriche. Mais vite rejoint par la R3N et aussi comme convenu la Roumanie et Venise. L'objectif de la coalition chrétienne est clair, se débarrasser une bonne fois pour toutes de la menace ottomane en Europe. En 4 ans de conflit, les victoires s'enchaînent contre un empire ottoman déjà précédemment bien affaibli. L'Autriche aussi est plus faible, mais le soutien de la R3N permet de faire avancer les fronts. Le verrou de la Crimée tombe, de même que plusieurs places des Balkans. En 1774, le traité de Sarajevo fait disparaître le Khanat de Crimée, désormais totalement absorbé par le Grand-Duché de Ruthénie. Dans les Balkans, les territoires de Serbie, Bosnie, Bulgarie, Albanie, Macédoine et Thrace tombent dans les mains alliées. Venise, déjà présente en Morée et en Crète, réclame l'île d'Eubée. Seule la Grèce continentale reste ottomane. Pour le partage, les alliés se basent sur la progression des troupes de la R3N et roumaine plutôt sur le front bulgare et les Autrichiens sur le front ouest plus proche de chez eux et de leur vassal de Raguse. La R3N forme alors un État client tampon, la Grande Bulgarie, sorte de vassal avec une autonomie assez élevée et servant de bouclier pour éloigner d'éventuels adversaires du territoire mère de la R3N. En face, en réponse, l'Autriche forme un autre État client tampon à son compte, l'Illyrie, un terme régional plus neutre pour regrouper les différents peuples qu'elle couvre. Saxe-Brandebourg semble désormais être le seul adversaire dangereux pour la R3N, mais les guerres napoléoniennes arriveront bientôt. Qui sait comment évoluera l'Europe durant cette période et vers qui se tournera la R3N? Hej,
Après la défaite de 1767, la politique interne de la R3N commence à se déséquilibrer suite à des pressions divergentes de divers groupes de la noblesse. Ces forces centrifuges se trouvent à nouveau exploitées par l'étranger, malgré les réformes passées de Stanislas. L'interventionnisme étranger est certes très limité, mais la Russie principalement et la Saxe-Brandebourg exercent des influences sur certains nobles pour entretenir des conflits. La noblesse polonaise et lituanienne persiste à favoriser l'Église catholique au détriment de l'orthodoxie. Les privilèges du Grand-Duché de Ruthénie ont été rognés par les diètes successives pour financer les différentes guerres ou satisfaire les manias polonais. La dernière petite guerre des années 1770 ayant permis de récupérer la Crimée à l'Empire ottoman, mais les finances ont été mises à mal dans cette période instable. Ceci provoque une montée des révoltes haïdamaks, des paysans et cosaques armés qui se rebellent dans les terres. L'élection royale, contestée en 1775, renforce le clivage entre Polonais, qui portent son candidat, et Lituaniens, qui ont le leur. Mais c'est l'Hetman de Ruthénie, soutenu par les Cosaques et des finances russes, qui déclare unilatéralement l'indépendance du Grand-Duché de Ruthénie, désirant un État libre du même genre que les autres États cosaques, ne voulant plus faire partie du Commonwealth. La Russie tente d'influer pour annexer les Cosaques en son sein, mais se fait immédiatement refouler par l'union de la ceinture des États cosaques qui protège l'indépendance de chaque État. Mais la Russie a réussi à négocier la récupération de certains territoires en échange d'une reconnaissance de l'État d'Ukraine. La Pologne ne peut vraiment réagir. La paralysie politique de l'époque a considérablement affaibli la réaction de l'État, qui ne reconnaît d'ailleurs toujours pas cette scission officiellement. Polonais et Lituaniens sont déjà à essayer de gérer leur propre division. La perte de la Ruthénie accélère le mouvement, les factions se déchirent. La noblesse lituanienne craint d'être la prochaine à perdre son identité au profit d'une centralisation polonaise. Le Sénat de Vilnius proclame alors l'union solennelle du Grand-Duché de Lituanie, exigeant un retour à une confédération plus lâche et la séparation des armées et des trésors plus proche des origines de la République des deux nations, tout en absorbant l'État vassal de Courlande pour se renforcer au mieux. Varsovie refuse, ne reconnaissant pas ces actes. Voyant l'État s'enliser, les grands voisins en profitent pour attaquer et forcer la séparation par la guerre, espérant récupérer des territoires au passage. Russie, Saxe-Brandebourg, Autriche et même l'ancien allié de Suède, qui ne peut pas rester hors du conflit, interviennent militairement pour officialiser la division interne de la R3N jusqu'au congrès de Varsovie en 1777, forçant la diète restante à reconnaître 3 entités souveraines. L'ancienne R3N se transforme en un ensemble de 3 États relativement fragiles sous l'influence forte de leurs puissants voisins. Le royaume de Pologne reste une monarchie élective, mais affaiblie. Elle perd l'intégralité de ses positions en Silésie, au profit de Saxe-Brandebourg, qui exerce une forte influence de domination sur ce nouvel État. L'Autriche récupère la région des Basses-Carpates. Le Grand-Duché de Lituanie perd la Livonie au profit de la Suède, qui exerce son protectorat sur le duché pour le protéger de la Russie, qui en a profité pour reprendre des territoires de Smolensk et même plus. Enfin, le Grand-Duché de Ruthénie, ou Hetmanat d'Ukraine, qui perd une partie de son territoire au profit de la Russie, mais aussi de la Pologne elle-même, qui récupère une partie de la Podolie et de l'Édizane pour avoir un accès à la mer qu'elle n'a plus sinon. Cet État cosaque ukrainien s'inscrit dans l'alliance de la ceinture cosaque auprès des Voïsko libres du Don, de la Confédération du Terek et de la République de l'Oural, se promettant un soutien mutuel en cas de difficulté contre un adversaire puissant. Ces États parviendront-ils à perdurer dans le temps avec les guerres à venir et les tensions du XIXe siècle ? Już mój kochanek równo z świtem staje dla ziela wina, dla ziela trawy. Reprenons l'histoire au cœur du XIXe siècle. Les guerres napoléoniennes ont permis à la R3N de s'allier brièvement à la France pour récupérer au moins la Prusse en échange de la Silésie. Mais en ce milieu du XIXe siècle, vers 1850, c'est l'époque que l'on appelle le printemps des peuples. Le nationalisme romantique apparaît, où les intellectuels, qu'ils soient polonais, lituaniens ou ruthènes, commencent à définir leur nation non plus par leurs privilèges de noblesse,
mais par la langue, la culture et l'histoire des peuples. L'émergence d'une bourgeoisie et la demande croissante d'une citoyenneté élargie mettent en évidence les déséquilibres de l'Union. La prédominance culturelle polonaise est perçue comme une pollinisation par les élites lituaniennes et ruthènes. Ces changements sociaux commencent à montrer les limites du modèle de la R3N, qui commence à être obsolète. Une envie de modernité se fait sentir et de profondes réformes. Mais les tentatives de réforme pour moderniser l'État fédéral exacerbent les tensions plutôt que de les apaiser. Une tentative d'unification linguistique pour faire du polonais la seule langue de l'administration et de l'enseignement supérieur subit un rejet de la noblesse et des intellectuels lituaniens et ruthènes. Chacun exige un retour à un statut d'égalité totale, comme lors de l'Union de Lublin en 1569, et la reconnaissance de leur langue officielle régionale. En 1867, une loi constitutionnelle est une tentative pour transformer la R3N en une triple monarchie comme l'Autriche-Hongrie, en accordant une autonomie complète à la Lituanie et à la Ruthénie. Cependant, le consensus est impossible à trouver et la loi échoue à passer la Diète. Face à la paralysie politique et aux manifestations nationales croissantes, la Diète de Varsovie, sous l'influence du roi, décide qu'une séparation négociée est préférable à une guerre civile exploitée par la Russie ou l'Allemagne voisine. En 1875, un référendum ruthène est organisé dans le Grand-Duché de Ruthénie. Une large majorité vote pour la sécession et la proclamation de la République ukrainienne. L'Hetman de Ruthénie soutient le mouvement. Des discussions se lancent avec le pouvoir central et la nation ukrainienne se sépare en grande partie des deux autres nations en gagnant une liberté bien plus vaste et son propre souverain. En 1877, c'est l'accord de Vilnius. La Diète polonaise, craignant un conflit armé, négocie un traité avec le Sénat lituanien. La séparation est actée par consentement mutuel, reconnaissant la souveraineté du Grand-Duché de Lituanie. Des clauses garantissent les droits des minorités polonaises en Lituanie et vice-versa. En 1880, alors que des bribes de relations persistaient entre les nations, la fin formelle de la R3N est actée par la Diète restante, formée de la noblesse polonaise, qui dissout alors l'Union. Les trois nations sont désormais pleinement indépendantes, mais conservent de par leurs liens historiques des accords commerciaux et pacifiques. Le Royaume de Pologne est un État national fort, fortement catholique, mais avec une tradition monarchique parlementaire héritée de l'ancienne R3N. Mais elle fait face à la puissance de l'Empire allemand, ex-Saxe-Brandebourg, à l'ouest, qui pourrait à nouveau revendiquer la Prusse. Le Grand-Duché de Lituanie est en difficulté face aux ambitions russes, qui pourraient tenter de l'absorber. La République ukrainienne, ou Ruthénie, est un État jeune, vaste, centré sur une population majoritairement orthodoxe et paysanne. Menacée aussi par la Russie, seule son armée cosaque et ses éventuelles relations avec ses voisins pourraient lui permettre de tenir dans le temps. Ces nations survivront-elles jusqu'à la Première Guerre mondiale et quel rôle y tiendront-elles ?